Vendredi 1er juillet, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Espagne, adoption du projet de motion sur le Sahara occidental et le rétablissement des relations avec l'Algérie. On en parle dans un instant. Soudan, au moins 7 morts dans les manifestations d'hier. D'après le dernier bilan, cette marche du million se déroulait à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Tunisie, publication du projet de nouvelle constitution au journal officiel. On va s'intéresser aux différents points de ce texte amendé par le président Kais Saied. Sport, Jeux méditerranéens, 7e journée qui porte à 13 le nombre de médailles d'or pour l'Algérie. On rejoint notre envoyé spécial à Oran pour plus de détails sur ce vendredi. Nous disions à l'instant, en Espagne, les pressions s'accumulent sur le gouvernement Sanchez. Un groupe de parlementaires espagnols a adopté un projet de motion sollicitant le retour de Madrid à un rétablissement des relations amicales avec Alger et une position de neutralité vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. Amin Touta. 193 voix parlementaires espagnoles contre 110 ont adopté un projet de motion non contraignante sur la politique de Madrid, l'incitant à revenir sur une relation amicale avec l'Algérie et le maintien de la position historique de l'Espagne concernant le dossier du Sahara occidental, selon des médias espagnols. Une motion qui vient s'opposer une fois de plus avec le revirement de situation mené par le Premier ministre Pedro Sánchez, reconnaissant le prétendu plan de Rabat sur le Sahara occidental. Et depuis, les voix ne cessent de s'élever dans les institutions espagnoles, réclamant un retour de la politique espagnole vis-à-vis de la question sahraoui. Et dont Madrid avait opté jusque-là pour un principe de neutralité. Sur cette question, les résolutions onusiennes garantissent le principe de l'autodétermination au peuple du Sahara occidental, comme le stipule le droit international et le processus de décolonisation. Pour rappel, l'instance législative espagnole avait déjà voté le 7 avril dernier une proposition réaffirmant ce droit légitime. Le présent projet parlementaire inclut une demande d'un retour à la normale dans les relations entre l'Algérie et l'Espagne suite à la suspension par Alger du traité d'amitié et du bon voisinage conclu le 8 octobre 2002. Un acteur stratégique sur le bassin méditerranéen et sur le plan continental, l'Algérie a toujours joué un rôle stabilisateur pour la paix et la sécurité dans cette région, de par une diplomatie qui s'appuie sur la non-ingérence et une médiation pacifique des conflits et des crises. Au Maroc, des ONG ont organisé un sit-in devant le Parlement pour protester contre les crimes commis par la police marocaine. À Rabat, des crimes contre des migrants près de l'enclave espagnole de Melilla. Au moins 23 migrants d'origine africaine sont morts. Ils avaient été brutalement tués vendredi dernier par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Des experts de la migration estiment que la violence inédite de l'assaut marque un tournant. Et dans le même dossier, l'Afrique du Sud demande une enquête immédiate et indépendante. Le département sud-africain des relations internationales et de la coopération déclare, je cite, « Nous nous alignons sur les déclarations de l'Union africaine et des Nations unies qui appellent à une enquête immédiate, indépendante, efficace et transparente sur la question. » Fin de citation. Le DIRCO souligne qu'il est impératif que les États membres de l'ONU respectent les normes et standards convenus au niveau international pour protéger les droits de l'homme, la dignité humaine et la protection de ceux qui fuient la guerre, la persécution et la discrimination. Le chanteur nigérian Seun Kuti réagit face à ce drame. Il annule un concert au Maroc prévu demain au festival marocain Jazzablanca. Il déclare décider de porter le deuil des 23 migrants ayant péri dans le drame de Melilla. Les organisateurs du Jazzablanca, prévu du 1er au 3 juillet à Casablanca, ont confirmé l'annulation du concert de Seun Kuti.
Au Soudan, au moins 7 personnes ont été tuées dans les manifestations entre hier et aujourd'hui, d'après le dernier bilan. L'une des victimes serait mineure. Cette marche du million s'est déroulée à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Les manifestants ont une fois de plus exprimé l'opposition populaire au coup de force du 25 octobre 2021. Et au Mali, un calendrier électoral nommé chronogramme a été adopté par les autorités de transition. Un calendrier qui prévoit ainsi un référendum en mars 2023 pour l'adoption de la nouvelle constitution, suivie des élections territoriales en juin et des législatives en octobre et novembre 2023. Les présidentielles sont prévues en février 2024. Tininen Makassi. Un calendrier prévoyant un triple scrutin a été adopté par les autorités de la transition malienne. Donnant suite au chronogramme de consultation qui a été discuté le 28 juin au matin, lors d'une réunion entre le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, et les représentants de partis politiques. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la Constitution est programmé pour mars 2023, suivi par des élections territoriales et législatives, programmées, elles, entre juin et novembre. Le scrutin présidentiel, quant à lui, est programmé pour février 2024. Conformément à la feuille de route qui détermine la durée de la transition. À noter que ce calendrier n'est qu'une proposition amenée à évoluer, même s'il fit suite à la promulgation le 24 juin dernier de la loi électorale adoptée le 17 du même mois. La durée de la transition qui justement avait provoqué la colère de la communauté ouest-africaine et qui a valu de lourdes sanctions au Mali. Pour rappel, depuis le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu en janvier 2022, le Mali fait face à un véritable embargo économique imposé par l'organisation régionale. Cela dit, ce 3 juillet est attendu un sommet de la CEDEAO à Accra. Ce sommet devra notamment statuer sur la levée ou le maintien des sanctions à l'encontre du Mali, mais aussi à l'encontre du Burkina Faso et de la Guinée. Et au Mali, toujours, la France officialise la fin du déploiement de la force européenne Takuba dans le pays. Cette task force avait été lancée en mars 2020. La pleine capacité opérationnelle de Takuba avait été décrétée début avril 2021. Elle n'aura duré qu'un peu plus d'un an. Elle regroupait 800 soldats de forces spéciales de 10 pays européens, dont la France, la Belgique, l'Italie ou l'Estonie. Les derniers militaires européens de Takuba sont rentrés chez eux hier, jeudi 30 juin. D'après l'état-major français, cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel et de la fin de l'opération Barkhane au Mali. Aujourd'hui se terminent les opérations de Takuba, officiellement, après presque 2 ans de montée en puissance, de déploiement dans une zone donnée pour agir entre forces spéciales européennes contre les groupes terroristes du Liptako au Mali. Un vrai sentiment de fierté après un défi un peu difficile sur le plan tactique et logistique. Donc un succès qui va, j'allais dire, du succès stratégique au succès sur le terrain réel, concret et bien vu par nos amis maliens. La mission peut être poursuivie par d'autres. J'espère que les FAMA y arriveront, je leur souhaite en tout cas. Mais ce n'est pas du tout un sentiment d'échec si vous cherchez à me faire dire ce mot-là. À l'inverse, c'est plutôt un vrai succès, en tout cas de force militaire qui a réussi à mettre en œuvre ce qui avait été décidé au niveau politique, dans des conditions d'éloignement, de rusticité, de menaces, quand même assez, intéressantes. Et en Tunisie, publication du projet de constitution au journal officiel. Le texte que le président Kais Saied a lui-même amendé renoue avec le régime présidentiel dans lequel le gouvernement n'aura tout simplement pas besoin d'obtenir la confiance du Parlement pour entrer en fonction. Il faut donc attendre le 25 juillet prochain, jour de référendum. Et si ce projet de nouvelle constitution reçoit l'aval des Tunisiennes et Tunisiens, Kais Saied deviendra également le chef suprême des forces armées et définira la politique générale du pays tout en ratifiant les lois. Libye, cela fait 2 jours que les discussions de Genève sous l'égide de l'ONU ont pris fin et les protagonistes libyens ne sont pas encore parvenus à trouver un accord sur un cadre constitutionnel pour les élections nationales. À l'issue des pourparlers, Stéphanie Williams, conseillère spéciale de l'ONU pour la Libye, a exhorté les 2 chambres à surmonter le désaccord en cours dès que possible. Et selon elle, c'est les critères d'éligibilité des candidats à la présidence qui constituent l'un des principaux points de blocage.
On reste en Libye pour parler de la compagnie nationale libyenne de pétrole qui annonce des pertes de plus de 3,5 milliards de dollars résultant de la fermeture forcée de sites pétroliers majeurs depuis mi-avril. La NOC a décrété l'état de force majeure sur certaines installations. Mohamed Wali Ben Jabel. Après la fermeture de 2 sites pétroliers et plusieurs installations en lien avec des protestations et des rivalités politiques en Libye, la compagnie libyenne de pétrole annonce des pertes de plus de 3 milliards de dollars. Les autorités annoncent l'état de force majeure sur certaines installations pour un délai de 3 jours. Notre patience est épuisée après avoir tenté à maintes reprises d'éviter l'état de force majeure. Du coup, tenir nos engagements est devenu impossible. Notre pays constate un manque de besoins qui contraint la fermeture de nombreux champs pétroliers et ports, souffrant également des conséquences des conflits internes. Face à l'envolée des prix du pétrole et du gaz sur les marchés internationaux, la production libyenne a fortement chuté par rapport à la période d'avant-crise. Le pays est incapable de tenir ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis constants, dus à notre limite de couvrir les besoins en carburant des installations vitales du pays. En outre, le compte carburant a été perturbé en devises fortes en raison du refus de la Banque centrale et du ministère des Finances de liquider les allocations en dollars américains. L'état de force majeure permet une exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect de contrat de livraison de pétrole. La fermeture de Zwitina, l'un des 4 terminaux pétroliers, a privé la Libye de l'exportation de près d'un quart de sa production. Et au Liban, c'est au palais présidentiel de Babda que le président libanais Michel Aoun reçoit le premier ministre libanais sortant Najib Mikati. Il a été désigné hier jeudi pour former un nouveau gouvernement, une désignation qui survient plus d'1 mois après des élections législatives qui ont débouché sur un parlement sans majorité. Et le ministre algérien des Affaires étrangères en visite justement à Beyrouth, Ramtan Lamamra, pour prendre part à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. Les 2 hommes se sont entretenus de la coopération bilatérale et des principales questions pouvant être soulevées lors de cette réunion ministérielle qui est prévue demain, samedi. Et on va s'intéresser au dossier nucléaire iranien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte l'Iran à accepter l'accord nucléaire après des mois de négociations. L'ambassadrice du Royaume-Uni à l'ONU ajoute qu'il n'y en aura pas de meilleur. Après 2 jours de pourparlers infructueux à Doha au Qatar, l'Iran accuse les États-Unis d'une fausse politique de pression maximale et les États-Unis répondent que l'Iran doit abandonner ses exigences supplémentaires qui sortent du cadre de l'accord de Vienne. Nous ne pourrons conclure un accord et le mettre en œuvre que si l'Iran renonce à ses exigences supplémentaires qui sortent du cadre de l'accord de Vienne. L'accord de Vienne doit être pleinement mis en œuvre de manière efficace et vérifiable. Il n'y a pas d'autre option. Comme nous l'avons toujours exprimé, le moment est venu pour les États-Unis de prendre la décision politique d'abandonner la fausse politique de pression maximale. Europe, dans le conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite des liens entre son pays et l'Union européenne. Il déclare que l'Ukraine et l'UE entament un nouveau chapitre de leur histoire après l'acceptation de la candidature de son pays. Pour rappel, les 27 membres de l'Union avaient accepté sa candidature le 23 juin dernier. L'Ukraine a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne. 115 jours entre le dépôt de la candidature ukrainienne à l'adhésion et la réponse de l'Union européenne. Je pense que c'est un temps record. Nous avons créé une base extrêmement solide que personne ne pourra détruire et sur laquelle nous pouvons faire de notre avenir européen notre présent. L'Ukraine se bat pour choisir ses valeurs, pour être un État indépendant dans une grande famille, dans une nouvelle famille libre, la famille européenne.
Et après cette intervention de Zelensky, c'est par visioconférence que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle les dirigeants et les parlementaires ukrainiens à accélérer les réformes contre la corruption. Elle formule plusieurs conseils précis sur la justice et la nécessaire réduction de l'influence des oligarques. Et concernant le projet de la réforme de la Cour constitutionnelle, elle a jugé nécessaire de prévoir par la voie législative une procédure de sélection des juges. La prévention et la lutte contre la corruption figurent parmi vos priorités depuis la révolution de la dignité. Vous avez créé une impressionnante machine anti-corruption. Mais maintenant, ces institutions ont besoin de moyens d'action et de bonnes personnes aux postes de responsabilité. En France, le président Emmanuel Macron a reçu le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont convenu de restaurer la confiance entre les deux pays, gravement abîmés par l'annulation par Canberra d'un gigantesque contrat d'achat de 12 sous-marins français. Macron se félicite d'un déplacement marquant cette volonté justement de rebâtir une relation de confiance. Très heureux, Monsieur le Premier ministre, de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Et ce déplacement après notre échange téléphonique il y a quelques semaines, juste après votre élection, et après les quelques moments que nous avons passés en marge du sommet de l'OTAN à Madrid, marque cette volonté de rebâtir une relation de confiance entre nos deux pays. Une relation fondée sur le respect mutuel. Après, nous le savons bien, une phase difficile. Ma présence ici, suite à l'invitation du président, représente un nouveau départ dans les relations entre nos deux pays. La France est un partenaire de longue date et précieux pour l'Australie et j'apprécie l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Les relations entre l'Australie avec la France comptent. La confiance, le respect et l'honnêteté comptent aussi. C'est ainsi que j'aborde mes relations. Et on reste en France pour parler des grèves dans les aéroports. 17% des vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de Charles de Gaulle. Du côté de Paris-Orly, les travailleurs aéroportuaires se sont mis en grève pour dénoncer les conditions de travail et exiger une augmentation de salaire. Malgré l'absence d'annulation de vols, les voyageurs sont confrontés à de longs enregistrements. Et à l'aéroport Marseille-Provence, qui est également concerné, plusieurs dizaines d'employés grévistes se sont réunis pour dénoncer eux aussi des conditions de travail dégradées et demander des revalorisations de salaire. Et puis il y a la façon dont on vit au quotidien et on n'est pas... On va atteindre entre 8 et 10% d'inflation, donc clairement il y a un vrai besoin de revaloriser les salaires et puis aussi d'améliorer les conditions de travail, de l'embauche. Et donc pour pouvoir embaucher, il faut augmenter les salaires du secteur qui n'est plus attractif mais pour lequel on ne trouve plus de volontaires, parce que ce sont des métiers pénibles, avec des horaires atypiques, avec des conditions de travail difficiles, avec un environnement pollué, bruyant, dangereux. C'est une mobilisation de longue durée sur l'aéroport, avec des demandes qui sont relativement simples. C'est notamment et principalement des augmentations de salaire, parce qu'en fait pendant la crise sanitaire, la direction des aéroports de Paris a décidé de baisser les rémunérations, notamment par des primes qui avant étaient octroyées, alors que toujours dans la même logique, les actionnaires continuent de s'en mettre plein les poches. Et on va parler sport à présent, on va parler des Jeux méditerranéens à Oran. 7e journée ce vendredi, une journée qui a porté à 13 le nombre de médailles d'or pour l'Algérie. Et on va rejoindre notre envoyée spéciale Imen Merad, elle est en direct avec nous depuis Oran. Bonsoir Imen, vous allez nous résumer un petit peu cette journée du vendredi, à commencer par la boxe. Les pugilistes algériens se sont fait plaisir, on va dire, en décrochant 4 médailles d'or pour cette 7e journée en attendant les autres boxeurs. Bonsoir Fatma, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Nous sommes en direct d'Oran pour cette 7e journée des Jeux méditerranéens. Une belle journée pour l'Algérie. Effectivement, en boxe, nous avons réuni
4 médailles d'or. Le boxeur Jugurta Aitbeka a remporté une médaille d'or après que son adversaire du Monténégro ait déclaré forfait pour blessure. Nous avons les boxeuses Roumaïssa Boualem, Iman Khalif ainsi que Hdila Khalif qui ont remporté également une médaille d'or chacune, ce qui nous fait un total de 13 médailles d'or pour l'Algérie. Nous allons parler aussi du judo. À la surprise générale, l'élimination de Kautar Wala en demi-finale. Kautar qui était potentiellement médaillable en ces JM. Triste journée pour l'Algérie. Abdelrahman Ben Madi a pour sa part été battu au second repêchage après avoir remporté le premier repêchage face aux Tunisiens. Il s'incline lors du second repêchage face à l'Italien Gennaro Perele. Passons à la natation. Qualification du nageur Jouad Saïoud en finale du 50 mètres papillon en CJM. En judo, dans la catégorie des 100 kilos, qualification de Bourga en finale après sa victoire face au judoka français Andreev. Voilà, c'était pour cette journée. Oui. Avant de vous rendre l'antenne, Fatma, un petit rappel des résultats d'hier. Nous avons alors en football, la sélection algérienne a été battue par la France 3 buts à 2 en match de la 3e journée de la phase de poule. C'est donc une amère élimination de la sélection algérienne malgré un beau match de la part des joueurs du sélectionneur Mourad Slatni. Les Verts n'ont pas pu accéder et rééditer l'exploit de 1975 lorsque l'Algérie avait battu la France en finale des Jeux méditerranéens en athlétisme. Passons à l'athlétisme, devant les spectateurs en liesse qui ont rempli les gradins du nouveau stade olympique d'Oran. Tapti a réalisé une course parfaite en se positionnant en tête du peloton dès le début de la course avant de placer une accélération fatale dans le dernier tour qui lui a permis d'assurer une médaille d'or devant le Marocain Mohamed Tindoufet et son compatriote algérien Hicham Bouchicha. De son côté, le spécialiste algérien du triple saut, Mohamed Yasser Triki, s'est offert la médaille d'or des JM réalisée au 3e essai du concours, devançant l'Italien Tobia Boschiet, le Portugais Thiago João Pereira. Très bien, merci. Un peu plus tôt dans la journée, la première médaille. Oui, un peu plus tôt dans la journée, la première médaille de l'athlétisme algérien au joutes d'OTAN a été l'œuvre de Zouina Bouzebra qui a remporté le bronze du concours du lancer de marteau, signant un nouveau record de l'Algérie de la spécialité. Voilà, c'était une petite récap de ces 2 dernières journées, Fatma. Nous sommes en direct d'Oran pour Al24 News. Merci. Imen Merad, donc, pour cette excellente genèse sur cette 7e journée des Jeux méditerranéens à Oran. On reviendra vers vous pour suivre l'actualité, comme de coutume, de ces Jeux à Oran. Et on va parler football à présent. 20 ans après leur sacre, l'équipe du Brésil fête son titre de champion du monde. D'anciens joueurs de l'équipe du Brésil se sont retrouvés il y a exactement 20 ans. La Seleção, Ronaldo, Cafu ou encore Rivaldo avaient remporté la Coupe du Monde en 2002, co-organisée cette année-là par la Corée du Sud et le Japon. Et la Seleção représente de véritables symboles dans le monde du football mondial, donc qui se réunissent après ce sacre historique. Olha, é uma decisão que vai tomar o Tite, mas dificilmente você convoca um jogador e fazer aquilo naquele momento. Culture, la cérémonie de clôture du Grand Prix Essia Djebal du roman avait eu lieu hier soir, donc au Centre international des conférences à Alger. On revient dans ce journal sur les noms des grands gagnants qui ont été dévoilés. Amira Bédia était sur place. Hier soir, au Centre international de conférences Abdellatif Rahal à Alger, s'est déroulée la soirée des remises du Grand Prix Essia Djebal du roman. Cet événement littéraire est devenu un rendez-vous culturel annuel à ne pas rater. Tout le monde artistique algérien était au rendez-vous pour applaudir les lauréats.
On liste 3 écrivains en langue tamazight, 5 en langue arabe et 5 autres en langue française. Le Grand Prix Assia Djebar du roman en langue tamazight a été attribué à Mohamed Ali Salhi avec son œuvre Sidilad Aynit Qaran Tiwriqin ou bien L'œil trouble et ce que disent les feuilles, édité par Imtidad. Je suis content parce que la littérature amazigh commence à avoir de la visibilité, de plus en plus de la visibilité. Le prix, comme celui de Assia Djebar, participe activement à l'institutionnalisation de la littérature, à mieux structurer le champ littéraire en amazigh. Et je ne peux qu'être content. En langue arabe, Abdellah Keroum a eu la meilleure distinction du Grand Prix Assia Djebar grâce à son roman At-Tarhan, ou Le vagabond nomade, publié par l'édition Khayal. C'est une sensation indescriptible. Je suis très heureux et honoré. Un honneur pour moi, pour ma famille, pour ma région du sud algérien. Car ce prix est la plus grande distinction en Algérie. Et ce qu'elle représente, Assia Djebar, comme voix féminine, s'exprime en langue française et grandiose. Et encore parce que ce prix est organisé par un comité imposant par ses personnalités scientifiques, critiques et littéraires aussi. L'écrivain Mohamed Abdellah, avec son roman Le vent a dit son nom, a reçu à son tour le premier Grand Prix Assia Djebar du roman en langue française. Très enthousiaste, il partage son bonheur. Pour moi, c'était quelque chose d'absolument déjà formidable d'être shortlisté, d'être parmi les finalistes. C'est à la fois une forme de consécration, mais c'est surtout une étape fabuleuse dans ma carrière. J'espère que la suite de mes écrits pourront être à la hauteur de ce prix-là, parce que c'est une immense joie et une immense gratitude que je ressens en ce moment. Les romans primés seront traduits vers les 2 langues nationales ainsi que les langues étrangères. Cette année, la 6e édition du Grand Prix Assia Djebar du roman coïncidait avec la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et de la jeunesse. Organisée par l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, l'Algérie soutient et encourage l'excellence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. On retrouve Leïla Gertal demain à 18h pour édition spéciale. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h pour le journal. Excellente soirée sur Al24 News.